Une impératrice de Rome. 25 hommes. Une seule nuit. Ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est pas simplement l'histoire la plus scandaleuse de l'Empire romain, c'est la révélation de comment une femme a transformé son propre corps en une arme de destruction politique si puissante qu'elle a ébranlé les fondations mêmes d'une civilisation entière. Nous parlons de Messaline, Valeria Messaline. Impératrice consort de l'Empire romain, épouse de l'empereur Claude, mère des héritiers impériaux. Une femme qui aurait dû incarner la vertu romaine, la chasteté sacrée, la soumission exemplaire. Mais les documents censurés révèlent une vérité bien plus troublante. Elle a orchestré le premier acte de guerre sexuelle institutionnelle de l'histoire occidentale. Pendant que Claude conquérait la Bretagne lors de campagnes militaires lointaines, Messaline n'a pas seulement défié une prostituée professionnelle dans une compétition sexuelle publique, elle a exécuté un coup psychologique dévastateur contre tout l'establishment patriarcal romain. 25 hommes en 24 heures. Ce n'était pas de la débauche, c'était une insurrection. Les historiens romains Tacite, Suétone et Pline ont enregistré cet événement des décennies après sa mort, mais toujours avec la même intention: diaboliser, condamner, effacer. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'en documentant son scandale, ils ont immortalisé la preuve de quelque chose de bien plus dangereux. Une impératrice qui a compris que le corps féminin, utilisé stratégiquement, pouvait détruire des empires construits sur le contrôle absolu de la sexualité féminine. Ceci n'est pas l'histoire d'une nymphomane impériale. C'est l'anatomie d'une révolution sexuelle déguisée en dépravation. Préparez-vous à découvrir comment Messaline a utilisé une seule nuit pour exposer l'hypocrisie mortelle qui soutenait tout le pouvoir romain. Et comment cela lui a coûté la vie. Avant de découvrir ce qui s'est réellement passé cette nuit-là, j'ai une question pour vous. D'où nous regardez-vous en ce moment? Paris, Lyon, Marseille, Montréal, Bruxelles? Écrivez votre ville dans les commentaires. J'adore savoir où se trouvent les personnes qui partagent cette passion pour les vérités cachées de l'histoire. Et si cette révélation sur Messaline vous fascine déjà, laissez un like maintenant pour que je sache que vous voulez connaître la suite. Mais surtout, dans les commentaires, écrivez le nom d'une reine ou d'une noble dont vous aimeriez que je révèle les secrets dans la prochaine vidéo. Quelle femme de pouvoir mérite que son histoire soit enfin racontée sans censure? À vous de décider. Rome, en 48 après Jésus-Christ. L'Empire romain domine le monde connu, mais derrière les façades de marbre du Palatin se cache un système de contrôle qui va bien au-delà des légions et des conquêtes territoriales. Le véritable pouvoir impérial repose sur une architecture invisible, la domination absolue de la sexualité féminine aristocratique. Valeria Messalina naît vers l'an 17 ou 20 après Jésus-Christ, issue de la plus haute aristocratie romaine. Son père, Marcus Valerius Messala Barbatus, descend directement de l'ancienne noblesse républicaine. Sa mère, Domitia Lepida, appartient à la famille impériale julio-claudienne. Cette lignée prestigieuse fait d'elle, dès la naissance, une pièce stratégique dans l'échiquier matrimonial impérial. En 38 ou 39 après Jésus-Christ, alors qu'elle n'a que 15 ou 18 ans, Messaline épouse Tibère Claude Drusus, un homme de 48 ans, considéré comme faible, maladif, bègue et boiteux. Personne n'imagine alors qu'il deviendra empereur. Mais en 41 après Jésus-Christ, après l'assassinat de Caligula, la garde prétorienne proclame Claude empereur. Du jour au lendemain, la jeune Messaline devient Augusta, impératrice de Rome. Le contexte est crucial pour comprendre ce qui va suivre. Rome fonctionne selon des codes rigides où les femmes de l'élite doivent incarner la pudicitia, cette chasteté sacrée qui garantit la légitimité des héritiers et la stabilité dynastique. Les matrones romaines vivent sous surveillance constante. Leurs corps n'appartiennent pas à elles-mêmes, mais à l'État, à la famille, à l'ordre social tout entier. Pourtant, cette même société romaine entretient un système prostitutionnel légal et hautement organisé. Les lupanars de Rome emploient des milliers de prostituées, certaines devenant célèbres pour leurs talents particuliers. Cette contradiction explosive, contrôle absolu des épouses aristocratiques d'un côté, commerce sexuel institutionnalisé de l'autre, crée une tension que Messaline va exploiter avec une intelligence dévastatrice. En 43 après Jésus-Christ, Claude lance la conquête de la Bretagne. Il quitte Rome pour plusieurs mois,
laissant l'impératrice gérer les affaires palatines. C'est durant cette absence stratégique que se produira l'événement qui changera tout. La compétition légendaire entre Messaline et Sylla, la prostituée la plus renommée de Rome. Un défi qui n'était pas seulement sexuel, mais profondément, dangereusement politique. Messaline, à 28 ans, incarne un paradoxe vivant. Augusta d'un empire qui s'étend de la Bretagne à l'Égypte, mère de 2 enfants impériaux, Octavie et Britannicus, elle possède théoriquement tout ce qu'une femme romaine pourrait désirer. Pourtant, les chroniques murmurent qu'elle fréquente les lupanars du quartier de Subur, se faisant appeler Lysiska, perruque blonde cachant son identité impériale. Les historiens antiques la décrivent comme d'une beauté remarquable, avec cette prestance aristocratique qui caractérise les femmes de la lignée julio-claudienne. Mais au-delà de l'apparence physique, Messaline possède quelque chose de bien plus dangereux, une intelligence politique acérée et une compréhension parfaite des mécanismes du pouvoir romain. Elle sait que son statut d'impératrice repose entièrement sur son rôle reproducteur et symbolique. Son corps n'est pas le sien, il appartient à l'Empire. Face à elle se dresse Sylla, pas une prostituée ordinaire, mais une véritable célébrité du commerce sexuel romain. Les sources antiques, notamment Pline l'Ancien dans son Histoire naturelle, la présentent comme la meurtrice la plus expérimentée et la plus demandée de Rome. Dans une société où la prostitution légale fonctionne selon des règles strictes, enregistrement obligatoire, taxation, zone dédiée, Sylla représente l'excellence professionnelle. Elle connaît son métier, son endurance, ses limites physiologiques. Le contraste entre ces 2 femmes ne pourrait être plus brutal. D'un côté, une impératrice censée incarner la vertu romaine, dont chaque geste est scruté, dont la sexualité doit servir exclusivement la reproduction dynastique. De l'autre, une travailleuse du sexe dont la valeur marchande repose précisément sur sa capacité à satisfaire les désirs masculins sans contrainte morale. Mais voilà ce que les contemporains ne comprenaient pas. En défiant Sylla, Messaline ne cherchait pas à prouver sa supériorité sexuelle. Elle orchestrait quelque chose de bien plus subversif. Elle effaçait volontairement la frontière sacrée entre la matrona et la mérétrix, entre le corps aristocratique sanctifié et le corps marchand. En s'égalant symboliquement à une prostituée, elle dynamitait les fondements mêmes de la hiérarchie sociale romaine qui justifiait son propre enfermement doré. Ce que Messaline comprenait et que Rome refusait d'admettre, c'est que les 2 femmes étaient déjà des prisonnières du même système. L'une enfermée dans la pudeur forcée, l'autre dans la disponibilité obligatoire. La compétition qui allait suivre n'opposerait pas 2 ennemis, mais 2 victimes du contrôle patriarcal romain. Ce que les archives romaines tentent désespérément de dissimuler, c'est le système institutionnel de surveillance sexuelle qui encadrait chaque femme aristocratique de l'Empire. Derrière les colonnes de marbre et les jardins parfumés du Palatin, existait un appareil de contrôle d'une sophistication terrifiante. Les matrones de haut rang vivaient sous l'œil constant des ancillae, ces servantes dont la loyauté première allait non pas à leur maîtresse, mais aux hommes de la famille. Chaque geste intime était potentiellement rapporté, analysé, jugé. Les bains quotidiens, rituels d'hygiène essentiels dans la culture romaine, se transformaient en séances d'inspection où le corps féminin était examiné pour détecter toute trace de relations illicites. Les taches suspectes, les marques inhabituelles, les variations dans l'apparence physique déclenchaient immédiatement des enquêtes familiales. Les médecins de la cour, appelés Medici, jouaient un rôle particulièrement sinistre dans ce dispositif. Formés aux techniques grecques et égyptiennes, ils pratiquaient des examens gynécologiques réguliers sur les épouses impériales sous prétexte de surveillance sanitaire. Ces examens, décrits dans les textes médicaux de Soranus d'Éphèse et Galien, incluaient des vérifications de virginité pour les jeunes mariés et des contrôles de fidélité pour les épouses établies. L'hymen, la tonicité vaginale, la présence de sécrétions, tout était scruté, mesuré, documenté. Mais le contrôle ne s'arrêtait pas au corps physique. Les correspondances privées des femmes aristocratiques passaient systématiquement entre les mains des nomenclateurs impériaux, ces secrétaires chargés officiellement de gérer les communications, mais qui fonctionnaient en réalité comme des agents de renseignement domestiques. Chaque lettre envoyée ou reçue était lue, copiée, archivée. L'intimité épistolaire n'existait tout simplement pas. Les déplacements faisaient également l'objet d'une surveillance militaire. Les impératrices ne sortaient jamais sans escorte.
non pas pour leur protection, comme le prétendait la propagande officielle, mais pour garantir qu'elle ne rencontrerait personne sans témoin. Les licteurs, gardes officiels des hauts magistrats, notaient mentalement chaque conversation, chaque regard échangé. Leur présence transformait chaque sortie publique en performance surveillée. Ce qui rend l'histoire de Messaline encore plus extraordinaire, c'est qu'elle a réussi à subvertir ce système total de surveillance. Les documents fragmentaires suggèrent qu'elle corrompait stratégiquement certains membres de sa garde personnelle, achetait le silence de serviteurs clés et surtout, détail crucial, profitait des absences de Claude pour désactiver temporairement les mécanismes de contrôle impérial. Lorsque l'empereur partait en campagne militaire, le dispositif de surveillance se relâchait légèrement. Les officiers de renseignement suivaient Claude sur le terrain de guerre. Les conseillers impériaux concentraient leur attention sur les affaires politiques urgentes. C'est précisément dans ces interstices de pouvoir que Messaline opérait. Les lupanars, qu'elle fréquentait sous le nom de Lysiska, n'étaient pas de simples bordels. Il s'agissait d'établissements légaux, enregistrés auprès des édiles, soumis à taxation régulière. Les prostituées portaient la toga, vêtement traditionnellement masculin, pour les distinguer visuellement des matrones respectables qui devaient porter la stola. En adoptant volontairement cette tenue dans les lupanars, Messaline accomplissait un acte de transgression vestimentaire chargé de signification politique. Elle revendiquait symboliquement une liberté masculine, tout en occupant un espace réservé aux femmes socialement marginalisées. Les témoignages de Pline l'Ancien, bien que rédigés des décennies après les faits avec une intention moralisatrice évidente, révèlent malgré eux l'ampleur de la préparation de Messaline. Cette compétition avec Scylla n'était pas une impulsion spontanée d'une nymphomane dérangée, c'était une opération soigneusement planifiée, exécutée durant une fenêtre stratégique d'opportunité politique, dans un lieu spécifiquement choisi pour sa charge symbolique maximale. Ce que Rome craignait le plus n'était pas la sexualité de Messaline en elle-même. C'était sa capacité à exposer publiquement l'hypocrisie fondamentale du système impérial. Un régime qui prétendait célébrer la vertu féminine tout en exploitant commercialement des milliers de corps féminins, qui exigeait la chasteté aristocratique tout en maintenant une industrie sexuelle florissante, qui enfermait les épouses tout en libérant les désirs masculins. La nuit qui allait suivre ne serait pas simplement scandaleuse, elle serait révolutionnaire. L'événement se déroule dans l'un des lupanars les plus fréquentés de Rome, probablement situé dans le quartier de Subure. Ce dédale de ruelles où l'aristocratie et la plèbe se côtoient dans une promiscuité que la lumière du jour interdit. Le lieu n'est pas choisi au hasard. C'est un espace public, témoin de dizaines de regards, impossible à nier ou à effacer des mémoires collectives. Messaline arrive déguisée, perruque blonde dissimulant sa chevelure impériale, mais suffisamment reconnaissable pour que la nouvelle se propage rapidement dans les cercles concernés. Scylla est déjà présente, professionnelle aguerrie consciente de ce qui l'attend. Les règles sont établies avec une clarté brutale. 24 heures continues, autant d'hommes que physiquement possible, aucune interruption autorisée, sauf nécessité physiologique absolue. Ce qui fascine dans les comptes rendus antiques, c'est leur précision quantitative, malgré leur dégoût moral évident. Pline l'Ancien, dans son Histoire naturelle, documente le résultat avec une rigueur presque scientifique. Messaline aurait accompli 25 rapports en 24 heures, surpassant Scylla qui aurait abandonné après un nombre légèrement inférieur. Ces chiffres, gravés dans les textes historiques, transforment l'événement en statistiques vérifiables, impossibles à réduire à simples rumeurs ou exagérations malveillantes. Les hommes impliqués ne sont pas identifiés dans les sources. Cette omission n'est pas accidentelle. Dans la logique romaine, nommer ces hommes aurait été leur accorder une agentivité, une responsabilité dans l'événement. Or, le récit patriarcal exige que Messaline soit seule coupable. Les hommes ne sont que des instruments passifs de sa débauche, aussi anonymes et interchangeables que les outils d'un artisan. Mais cette lecture manque l'essentiel. Chaque homme qui participait devenait complice d'un acte de subversion politique. Il pénétrait littéralement le corps de l'impératrice. Cet objet sacré censé appartenir exclusivement à l'empereur et à l'État romain. Chaque rapport constituait un acte de lèse-majesté biologique, une profanation du corps impérial aussi grave symboliquement qu'une trahison militaire. Messaline le savait parfaitement. En se livrant publiquement dans un lupanar, elle accomplissait une désacralisation calculée de son propre statut.
Elle prouvait que le corps impérial, malgré toute sa symbolique sacrée, n'était qu'un corps humain capable des mêmes actes que n'importe quelle prostituée de Subur. Cette égalisation radicale détruisait l'illusion fondamentale qui légitimait le pouvoir impérial, l'idée d'une supériorité ontologique des corps aristocratiques. La durée de 24 heures n'était pas non plus fortuite. Dans la culture romaine, le cycle complet d'un jour et d'une nuit possédait une signification rituelle. En occupant cet intervalle temporel entier avec un acte sexuel continu, Messaline créait une sorte de contre-rituel, une cérémonie inversée qui parodiait les rituels de chasteté et de dévotion attendus d'une Augusta. Les réactions immédiates ne sont pas documentées avec précision, mais on peut les reconstituer. Les clients habituels du lupanar auraient été témoins directs. Les tenanciers, légalement tenus de collaborer avec les autorités, se trouvaient dans une position impossible. Rapporter l'impératrice signifiait leur propre ruine. Garder le silence les rendait complices. Les rumeurs auraient commencé à circuler avant même la fin de la nuit, se propageant dans les thermes, les forums, les demeures patriciennes. Ce que Messaline avait orchestré dépassait largement un simple scandale sexuel. Elle avait créé un événement public impossible à censurer, impliquant des dizaines de témoins, se déroulant dans un espace légal que l'État lui-même régulait. Elle avait transformé son corps en manifeste politique vivant, démontrant par l'acte le plus transgressif possible que le contrôle impérial de la sexualité féminine reposait sur une fiction fragile. Mais Rome ne pardonne jamais ce genre de vérité. La compétition avec Sylla n'était que le prélude à quelque chose de bien plus audacieux. En 48 après Jésus-Christ, alors que Claude se trouve encore en Bretagne, Messaline franchit la ligne rouge ultime. Elle épouse publiquement Gaius Silius, consul désigné et l'un des hommes les plus puissants de Rome, dans une cérémonie officielle complète, avec témoins, sacrifices rituels et contrat matrimonial légal. Ce n'était pas de la bigamie ordinaire. C'était un coup d'État matrimonial. En épousant Silius pendant que Claude régnait encore, Messaline créait une situation juridique impossible. 2 mariages impériaux simultanés, 2 prétendants légitimes au pouvoir, une rupture totale de l'ordre constitutionnel romain. Les historiens ont longtemps débattu de ses motivations réelles. Tentait-elle véritablement de renverser Claude et d'installer Silius comme nouvel empereur? Ou poussait-elle simplement la logique de sa rébellion sexuelle jusqu'à son terme inévitable? La réponse importe peu face aux conséquences. Lorsque la nouvelle parvient à Claude, l'affranchi Narcisse, conseiller impérial redoutablement efficace, comprend immédiatement le danger mortel. Non pas le danger pour la morale romaine, mais pour la stabilité dynastique et la légitimité même de Claude. Si Messaline peut épouser publiquement un autre homme sans conséquence immédiate, cela prouve que l'autorité impériale n'existe plus. Narcisse agit avec une brutalité chirurgicale. Il convainc Claude que Messaline et Silius préparent un complot pour l'assassiner et s'emparer du trône. Que cette accusation soit véridique ou non devient secondaire, elle fournit le prétexte légal nécessaire à l'élimination. Les gardes prétoriens reçoivent l'ordre d'exécution. Messaline se réfugie dans les jardins de Lucullus, propriété impériale aux portes de Rome. Les sources antiques, notamment Tacite dans ses annales, décrivent ces derniers moments avec un mélange de fascination morbide et de moralisation impitoyable. Elle tente d'écrire une lettre de supplication à Claude. Elle envisage de se présenter devant lui avec leurs enfants pour implorer sa pitié. Mais Narcisse bloque toute communication, craignant que la présence physique de Messaline ne fléchisse la résolution de l'empereur. Les soldats arrivent dans les jardins. Messaline est acculée. Selon Tacite, sa mère Domitia Lepida, présente durant ses ultimes instants, l'exhorte à mourir avec dignité, plutôt que d'être traînée en public pour une exécution humiliante. Messaline hésite, incapable de porter elle-même le coup fatal. Un tribun militaire traverse alors son corps d'un coup d'épée. Elle a environ 31 ans. Claude, informé de l'exécution pendant un banquet, ne manifeste aucune émotion visible. Il demande simplement qu'on lui serve davantage de vin. Cette réaction, ou absence de réaction glaçante, illustre parfaitement la distance émotionnelle cultivée par le pouvoir impérial. Une épouse éliminée n'était qu'un problème politique résolu. Mais l'histoire de Messaline ne se termine pas avec sa mort physique. Elle commence une seconde vie dans la propagande impériale romaine. Tacite, Suétone, Pline, Juvénal,
Tous les grands auteurs de l'époque julio-claudienne la transforment en archétype de la dépravation féminine, en exemple terrifiant de ce qui arrive lorsqu'on accorde trop de liberté aux femmes de pouvoir. Sa sexualité devient une arme rhétorique utilisée pendant des siècles pour justifier le contrôle patriarcal. Ce que ces historiens ne réalisaient pas, c'est qu'en immortalisant son scandale, ils préservaient également la preuve de sa rébellion. 2 millénaires plus tard, nous pouvons relire ces textes non pas comme des condamnations morales, mais comme des témoignages involontaires d'une femme qui a compris que son corps était un champ de bataille politique et qui a choisi de mener cette guerre jusqu'à ses ultimes conséquences. Messaline n'a pas gagné, mais elle a exposé la vérité que Rome tentait désespérément de dissimuler. Le pouvoir impérial ne reposait pas sur la force militaire ou la légitimité divine, mais sur le contrôle absolu des corps féminins. Et ce contrôle était beaucoup plus fragile que l'Empire ne voulait l'admettre. L'histoire de Messaline soulève une question qui traverse les millénaires. Combien d'autres femmes de pouvoir ont utilisé leur sexualité comme arme politique, mais dont les récits ont été réécrits, censurés ou complètement effacés par l'histoire officielle? Ce que vous venez de découvrir n'est qu'un fragment de la vérité dissimulée derrière les façades majestueuses des empires. Les archives européennes regorgent de documents censurés, de correspondances secrètes, de témoignages interdits qui révèlent des mécanismes de contrôle et de résistance d'une sophistication terrifiante. Des cours de Versailles au palais de Vienne, des harems ottomans aux chambres nuptiales britanniques, partout se cache la même guerre invisible entre le pouvoir patriarcal et les femmes qui ont refusé d'accepter leur enfermement. Messaline a payé sa rébellion de sa vie, mais elle a également légué quelque chose d'inestimable. La preuve qu'il était possible de défier le système, même temporairement, même au prix ultime. Sa compétition avec Sylla n'était pas une aberration morale. C'était un acte de guerre psychologique qui a ébranlé les fondations d'un empire qui se croyait invincible. Si cette révélation vous a fasciné, sachez que des dizaines d'histoires similaires attendent d'être découvertes. Catherine de Médicis et ses escadrons volants utilisés comme espions sexuels. Anne Boleyn et les accusations d'adultère fabriquées pour justifier son exécution. Les impératrices russes et leurs harems masculins secrets. Chacune de ces femmes a compris que la sexualité n'était pas seulement une question personnelle, mais un terrain de bataille politique où se jouait le véritable pouvoir. Ces secrets ne resteront pas éternellement accessibles. Les archives ferment, les documents disparaissent, les vérités gênantes sont progressivement effacées par ceux qui préfèrent maintenir les mythes confortables du passé. C'est maintenant que vous avez l'opportunité de rejoindre cette communauté exclusive de personnes qui refusent les versions édulcorées de l'histoire et qui exigent de connaître ce qui s'est réellement passé dans les alcôves royales. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de ces révélations exclusives. Activez la cloche de notification pour être alerté immédiatement lorsqu'un nouveau secret sera dévoilé. Et surtout, partagez cette vidéo avec les femmes de votre entourage qui méritent de connaître la vérité sur ces ancêtres extraordinaires dont le courage et l'intelligence ont été systématiquement minimisés par l'histoire officielle. Messaline n'était pas une nymphomane dérangée. Elle était une révolutionnaire qui a utilisé les seules armes dont elle disposait dans un système conçu pour l'écraser. Son héritage mérite d'être connu, compris et célébré. Rendez-vous très bientôt pour la prochaine révélation. Et n'oubliez jamais, derrière chaque grande civilisation se cache toujours une vérité inavouable.